Laissez-vous transporter dans le temps avec History for Granite, où l'Égypte antique prend vie. Ensemble, nous percerons les mystères que seules les pierres millénaires peuvent révéler. La grande pyramide de Gizeh, véritable phare de l'Antiquité, attire voyageurs et explorateurs depuis des siècles. Si cette fascination constante a malheureusement contribué à sa dégradation, elle a aussi l'avantage de nous offrir de nombreux témoignages écrits de son état à travers les âges. L'une de mes passions est de plonger dans les récits des voyageurs qui ont foulé le sol de Gizeh il y a des siècles. C'est une expérience extraordinaire que de se glisser dans leurs pas, de ressentir l'émerveillement d'un spectateur dont l'unique moyen de contempler les pyramides était la rencontre directe, la photographie n'étant pas encore inventée. Face à l'immensité de la Grande Pyramide, il est tentant de se focaliser sur les vestiges physiques qui nous sont parvenus. Ils captivent l'imagination et semblent plus concrets que les dires de témoins. Pourtant, la pyramide de Khéops a subi tant de transformations violentes au fil des millénaires qu'il est facile de se laisser induire en erreur. Pour saisir l'essence des mystères du plateau de Gizeh, il est impératif de se plonger dans les récits du passé, afin d'éviter les écueils de l'interprétation hâtive. Un défi de taille se présente alors, celui de retracer les explorations antérieures, une quête ardue tant les sources sont éparses et difficiles d'accès. L'ouvrage « Gizeh et les pyramides, l'histoire définitive » de Mark Lehner et Zahi Hawass en témoigne, dressant une liste d'expéditions passées dont l'intérêt réside plus dans l'étalage de connaissances que dans l'aide apportée aux chercheurs désireux de remonter aux sources primaires. Pourtant, l'étude des témoignages anciens est une étape cruciale pour qui aspire à percer les secrets de la Grande Pyramide. C'est là, à mon sens, que se situe la frontière entre l'amateurisme et la possibilité d'une réelle découverte. Imaginez donc ma joie lorsque Matt, d'ancien architecte, me fit part de nouvelles sources datant du début du 19e siècle. Stefan Bergdahl, chercheur indépendant, avait exhumé 2 récits distincts de visites de la Grande Pyramide en mars et avril 1837. Le prêtre Vecino et le prince Hermann von Pückler-Muskau explorèrent les entrailles de la pyramide alors que Howard Weiss menait des fouilles dans la chambre de la reine. Étonnamment, les 2 hommes rapportèrent avoir aperçu un sarcophage dans cette pièce. Fort d'une connaissance approfondie des inexactitudes qui émaillent les récits historiques sur la Grande Pyramide, j'étais prêt à rejeter ce témoignage, si différent de ce que l'on sait. En effet, la pyramide, à cette époque, était un lieu hostile, humide, poussiéreux, infesté de chauves-souris et de serpents, éclairé uniquement par les torches des visiteurs. L'exploration était périlleuse, une chute dans la grande galerie pouvant entraîner de graves blessures, voire la mort. Cependant, la découverte de 2 récits distincts, rédigés à quelques semaines d'intervalle en 1837, décrivant la présence d'un sarcophage dans la chambre de la reine alors que Weiss y travaillait, a de quoi donner la chair de poule. Contrairement à de nombreux historiens, je ne porte pas un regard négatif sur Weiss. Sa documentation de ses travaux sur le plateau de Gizeh était sans précédent, devançant de 44 ans celle de Flinders Petrie, considéré comme le père de l'égyptologie. Quels que soient les reproches que l'on puisse adresser à ces méthodes, Weiss a établi une norme en matière de documentation archéologique. Depuis, d'innombrables fouilles, menées avec plus de délicatesse, ont souffert d'une documentation lacunaire, voire inexistante. Les chambres de la pyramide de Djedefre, par exemple, resteront à jamais un mystère, faute de publication des résultats des fouilles modernes, entraînant la perte de preuves précieuses. Certes, Weiss a commis des erreurs, mais son apport à l'égyptologie est indéniable. Au cœur des pyramides d'Égypte, un mystère persiste, celui du sarcophage disparu de la chambre de la reine dans la Grande Pyramide. Les récits divergent, les preuves s'évanouissent, laissant les chercheurs perplexes. Les fouilles audacieuses de l'époque ont laissé des traces indélébiles, comme l'énorme cavité creusée sur le côté sud de la Grande Pyramide et la destruction du sol de la chambre funéraire de Khofre. Le retrait du sarcophage de la pyramide de Menkaure, désormais perdu en mer, témoigne des décisions parfois regrettables prises dans le feu de l'action. Weiss, à la tête d'un chantier colossal employant des centaines d'ouvriers, semble avoir agi avec les moyens du bord, sans intention malveillante. L'hypothèse d'un sarcophage caché dans la chambre de la reine, avancée par Stefan Bergdahl, ne convainc pas,
laissant planer le doute sur les témoignages contradictoires de l'époque. L'idée d'un sarcophage dans la chambre de la reine est séduisante, car elle corroborerait d'autres théories. Le récit d'Al-Edresi au XIIIe siècle évoquait déjà un sarcophage, mais les siècles passés entre ce témoignage et les descriptions ultérieures de la chambre de la reine laissaient la porte ouverte à des destructions dues aux visiteurs. L'apparition du prince et du prêtre affirmant avoir vu un sarcophage a suscité l'espoir. Aurait-il pu être extrait du tunnel creusé dans la niche? Son absence lors des visites antérieures de Weiss semblait exclure cette possibilité. L'idée d'un sarcophage enfoui sous le sol, dans une fosse creusée par Weiss, paraissait improbable, car il n'avait pas creusé de tunnel au centre de la chambre. L'attention s'est alors portée sur Giovanni Caviglia, un chasseur de trésors passionné qui avait exploré la Grande Pyramide une vingtaine d'années avant Weiss. Son dévouement obsessionnel, ses conditions de vie spartiates et son manque d'intérêt pour la documentation le distinguaient de Weiss. Ce dernier l'avait d'abord engagé, séduit par son enthousiasme, avant de le congédier pour son obsession des fosses à momies. L'hypothèse d'un sarcophage extrait du tunnel de la chambre de la reine par Caviglia semblait plausible, même si sa disparition restait inexpliquée. Caviglia avait collaboré avec Henry Salt, le consul général d'Angleterre en Égypte, qui documentait ses travaux. Un article publié dans Antiquities of Egypt Quarterly Review, volume 19, rapportait en détail les fouilles de Caviglia. Cependant, Salt décrivait explicitement le dégagement du tunnel de la niche et de la chambre de la reine par Caviglia, sans mentionner la présence d'un sarcophage. Seuls des graffitis de noms européens avaient été découverts. Cette découverte laissait les chercheurs dans une impasse. L'idée d'un sarcophage sorti du sol paraissait absurde, tout comme celle d'une dissimulation par Weiss. À l'époque, un sarcophage en calcaire ordinaire n'aurait pas été une découverte majeure, car le plateau de Gizeh en regorgeait. Sans contexte, il ne s'agissait que d'un simple coffre en pierre, sans valeur particulière. Après de longues recherches infructueuses, l'étude des témoignages de Visino et de Pucler-Muscao a permis de faire la lumière sur l'énigme. Pour les visiteurs de la Grande Pyramide en 1837, ignorants de l'histoire et des monuments égyptiens, les maçonneries carrées de la niche de la chambre de la reine pouvaient facilement être confondues avec un sarcophage. En entendant parler d'une chambre du roi et d'une chambre de la reine, et en voyant un sarcophage dans la première, l'illusion était d'autant plus facile à se créer. Vous visitez ensuite la chambre de la reine, et vous vous attendez à y trouver une chambre funéraire digne d'une reine. Cependant, les seuls éléments notables de cette pièce sont la niche, une cavité carrée creusée dans le mur, et les excavations menées juste en dessous par les hommes d'Howard Vyse. On pourrait aisément penser qu'il s'agit d'un sarcophage d'un style différent. Mais c'est la description précise de Vecino qui m'a permis d'établir ce lien. Il est délicat d'interpréter des écrits anciens et d'affirmer avec certitude qu'ils décrivent quelque chose d'inexact. Or, sa description du sarcophage, situé dans la niche, plus petit, en marbre, ouvert, simple, avec une excavation en dessous et un tunnel au-dessus, correspond parfaitement à ce que l'on observe aujourd'hui dans la cavité carrée de la niche. Je parierais qu'en frappant les parois de cette cavité, le long tunnel adjacent produirait un écho. Cela pourrait expliquer pourquoi Vecino le décrivait comme ayant un son creux. Et si vous doutez encore qu'une telle méprise soit possible, l'histoire de la Grande Pyramide regorge d'erreurs similaires. Même Flinders Petrie, l'expert le plus éminent de son époque, pensait que la dalle de granit dans la chambre aux herses était une herse inutilisée. En l'examinant de près, on constate qu'elle est composée de 2 blocs distincts et qu'elle n'a pas été conçue pour être abaissée sans briser le granit en dessous. Mais dans l'obscurité du 19e siècle et des époques antérieures, il était difficile d'examiner chaque détail de la pyramide. L'erreur est humaine. Une autre méprise qui m'a interpellé est celle de Charles Piazzi Smith au 19e siècle. Auteur de nombreux ouvrages sur la Grande Pyramide, c'est une référence incontournable. Smith décrivait à plusieurs reprises les bouchons de granit dans le couloir ascendant comme des herses. Lorsque je travaillais sur ma vidéo concernant les fragments de granit de la herse détruite, jetés sous les bouchons de granit, le choix des mots de Smith a rendu les choses extrêmement confuses. Avec cette association sarcophage-chambre de la reine, je comprenais mieux comment d'autres explorateurs avaient pu commettre la même erreur.
Même si Al-Idrissi, au XIIIe siècle, affirmait que le sarcophage de la chambre du roi et celui de la chambre de la reine étaient similaires, ce détail ne suffit pas à réfuter l'erreur de Vézinaud. Similaire peut tout vouloir dire, de forme carrée ou suffisamment grand pour contenir un corps. Selon toute probabilité, il s'agissait de la même méprise. Parvenir à cette conclusion fut à la fois stimulant et décevant. Car si j'avais résolu un nouveau mystère, cela mettait également fin à l'espoir de découvrir un sarcophage dans la chambre de la reine. À moins de découvrir un nouveau témoignage suffisamment précis pour rendre impossible la confusion entre un sarcophage et la cavité de la niche, je vais supposer qu'il s'agit de la même chose. Si l'on suit honnêtement les preuves, cela mène parfois à des conclusions décevantes. Mais de nombreux mystères subsistent, notamment celui de la présence d'une section de maçonnerie parfaitement carrée dans la niche de la chambre de la reine, qui s'étend sur quelques mètres. Ce n'est pas ainsi que l'on construit habituellement les murs, et il n'est donc pas étonnant que ce soit un point d'intérêt pour les explorateurs depuis des temps immémoriaux. L'architecte et chercheur Gilles Dormion était tellement captivé par les excavations carrées de la niche qu'il en vint à penser qu'il devait y avoir des tunnels ou des chambres en dessous. C'est la thèse principale de son livre, La chambre de Khéops. Mais si les livres de Dormion regorgent d'observations perspicaces et d'analyses que l'on ne trouve nulle part ailleurs, je pense qu'il va un peu trop loin. Ces 3 ouvrages sur les pyramides suggèrent que des chambres cachées de différents pharaons demeurent à découvrir, une hypothèse que beaucoup jugent improbable. La présence d'anomalies nécessitant une explication ne signifie pas nécessairement qu'une découverte capitale est imminente. L'ecclésiastique Facino pensait que le puits creusé par Vyss dans le sol de la chambre de la reine était lui-même une chambre distincte, peut-être dotée d'une maçonnerie carrée semblable à celle de la niche. Cependant, une maçonnerie carrée ne révèle pas forcément une chambre cachée, comme l'ont constaté les premiers explorateurs qui ont creusé le tunnel sur environ 16 mètres dans la niche. Dans son livre, Vyss mentionne avoir trouvé du sable du désert lors de ses fouilles, à la fois près de la marche proche de la chambre de la reine et sous la niche de la chambre. Cela rappelle les fouilles menées par Gilles Dormion en 1986 dans le couloir menant à la chambre de la reine. 3 carottages ont été effectués dans le mur, en biais vers le bas, et l'échantillon le plus profond a révélé un sable sensiblement différent de celui du désert de Gizeh. Avec la découverte de sable lors de 3 fouilles distinctes près de la chambre de la reine, une tendance se dessine. Il serait intéressant de rouvrir les fouilles de Howard Vyss dans le sol de la chambre de la reine, afin de vérifier si le même sable anormal est présent que celui découvert dans le couloir horizontal. Comme le soulignent les architectes anciens, cela n'endommagerait en rien la pyramide d'origine. Il est peu probable que le ministère égyptien des Antiquités entreprenne un tel projet, mais il pourrait prendre une enquête scientifique sérieuse, plus au sérieux que la recherche d'une tombe cachée. J'ai ma propre théorie sur la chambre de la reine qui peut expliquer le sable, les cavités et de nombreuses autres anomalies que je réserve pour une présentation spéciale. Enfin, je souhaite commenter ces quelques photographies prises dans la chambre de la reine il y a plus de 100 ans. La plus célèbre est probablement celle prise par les frères Edgar pour leur livre de 1910, The Great Pyramid Passage, volume 1. Avant d'examiner attentivement les détails des travaux de Vyss et Kabylia dans la chambre de la reine, l'apparence de la niche était toujours un peu étrange. On dirait que le tunnel à travers la niche est complètement rempli, à tel point que des débris s'en échappent. Mais comment cela serait-il possible si le tunnel fait 16 mètres de profondeur ? Ma nouvelle interprétation est que la cavité de la niche a cet aspect en raison de la manière dont Howard Vyss a terminé son travail dans la chambre de la reine. Après avoir achevé ses fouilles exploratoires et les avoir comblées, en gentleman anglais de l'époque victorienne qu'il était, il a fait soigneusement balayer le sol. Les débris restants ont été entassés à l'entrée de la cavité de la niche, les plus gros blocs étant laissés sur le sol en contrebas. Ce n'est pas que le tunnel de la niche soit complètement rempli, mais simplement que l'entrée est recouverte, étant l'endroit le plus proche pour se débarrasser des gravats et du sable. Cette série de 3 photographies prises au même endroit montre l'évolution de l'apparence de la niche au fil du temps, la première ayant été prise en 1865 par Charles Piazzi Smith, la suivante par les frères Edgar en 1910, puis une autre probablement au début du XXe siècle. Un léger remuement des débris signale une potentielle intrusion,
Mais il semble que personne ne s'est aventuré dans ce tunnel dissimulé au cours d'une grande partie du 19e et du début du 20e siècle. L'explorer aurait été simple, il suffisait d'écarter quelques gravats, mais il resta longtemps inviolé. Cette constatation illustre bien la manière dont la Grande Pyramide a probablement été traitée à travers l'histoire. De longues périodes de calme interrompues par de brèves campagnes d'exploration de grande ampleur. Pendant la majeure partie de son existence, l'intérieur de la Grande Pyramide était un lieu peu engageant et il fallait une forte motivation pour l'examiner minutieusement. Nous sommes reconnaissants envers les explorateurs tels que Wyss, Pickering et Petrie qui ont accompli la majeure partie des travaux modernes. Leur travail remarquable nous offre une bonne compréhension des vestiges qui pouvaient se trouver à l'intérieur de la pyramide au cours des 2 derniers siècles. Et rassurez-vous, il reste encore bien des mystères à découvrir. Il ne faut toutefois pas s'attendre à mettre la main sur la chambre funéraire cachée de Khéops, sous peine de connaître la même désillusion que tant d'explorateurs avant vous. Sur me.